Éclat de vie. Se relever. Un podcast qui aide à soigner les plaies et à penser l'après. Les accidents collectifs et les attentats, de par leur violence, peuvent causer un psychotraumatisme dont l'impact varie selon l'exposition au danger, les circonstances du drame et l'histoire de vie de chacun. Comment ces épisodes de vie tragiques peuvent nous fragiliser ? À quel moment faut-il s'inquiéter ? À quel moment faut-il consulter ? Je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue au podcast de la FENVAC, Éclat de vie. Je suis actuellement à Bordeaux, à l'UMJ du CHU de Bordeaux, en compagnie de Céline Baupe, qui est psychologue au CHU de Bordeaux et qui s'occupe des évaluations dans le cadre judiciaire. Bonjour Céline. Bonjour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'on parle du métier que vous avez et de ce que vous faites au quotidien. Donc, peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez expliquer, c'est quoi la différence exactement entre une évaluation médico-judiciaire et une évaluation qu'on fait chez un psy en libéral, par exemple, dans le cadre d'une thérapie? Alors déjà, donc je dirais que outre les deux aspects essentiels de notre approche de psychologue clinicien, donc à la fois clinique et thérapeutique et préventif, la spécificité du métier de psychologue au sein de l'UMJ, c'est l'évaluation du retentissement psychologique suite à un événement potentiellement traumatique. C'est un état des lieux, des conséquences subies, une photographie d'un instant T. Et c'est bien différent d'une expertise qui est une étude bien plus poussée de l'analyse du fonctionnement d'une personnalité, avec l'utilisation notamment des tests, de Rorschach, TAT, des outils comme ça. Nous, c'est vraiment une évaluation du retentissement psychologique qui va du coup notamment aider à faire des constats médico-légaux et aider le médecin légiste à la fixation d'ITT, interruption temporaire totale ou interruption de travail totale. Et ces ITT vont aider à la qualification pénale et donner des suites notamment à la garde à vue. D'accord, et donc c'est ce qui permet après pour les avocats qui défendent les victimes de faire valoir les intérêts des victimes et de travailler à un dédommagement complet selon le préjudice subi. Exactement. Super. Juste pour dire, UMJ, donc c'est unité médico-judiciaire, c'est souvent, je pense, ou même peut-être tout le temps rattaché à un hôpital, à un CHU. Tout à fait. Et avec des financements aussi justice. Alors nous ici, la spécificité à Bordeaux, c'est qu'on est, avant d'être une UMJ, on est le COVA. On est le centre d'accueil en urgence des victimes d'agression. Et après, on a rattaché du coup l'UMJ, unité médico-judiciaire. Donc on s'appelle UMJ COVA. D'accord. Comment s'inscrit la prise en charge des victimes de l'UMJ d'un point de vue chronologique pour la victime ? Alors, en première intention, la victime va déposer plainte. Suite à son dépôt de plainte, on est réquisitionné. Donc on a une réquisition qui est rédigée par un officier de police judiciaire qui lui-même est mandaté par le procureur, le parquet. Cette réquisition nous est ici à l'UMJ faxée ou envoyée par mail. Elle n'est pas donnée directement à la victime à l'UMJ de Bordeaux. Et ensuite, la victime, l'OPJ va dire à la victime, il y a un rendez-vous qui va vous être programmé. Donc c'est l'OPJ qui appelle le service pour programmer le rendez-vous et communique le rendez-vous à la victime. Et donc l'officier de police judiciaire va dire, vous avez rendez-vous par exemple vendredi 2 juin à 14h à l'unité médico-judiciaire. Merci de vous y rendre avec, s'il y a entre-temps eu aussi des éléments médicaux, des radios, des constatations immédiates par un médecin traitant qui a pu lui-même mettre des ITT, mais ça ne sera pas des ITT valables au sens pénal. Il n'y a que le médecin légiste d'un service d'UMJ qui détermine une ITT qui a une valeur judiciaire. Donc en tout cas, la personne victime se présente à l'heure de la consultation et là va rentrer dans le parcours UMJ. Donc il y a souvent, on commence par le temps d'accueil avec une infirmière qu'on appelle un peu le fil rouge. C'est la personne que la personne victime va voir tout au long de la prise en charge en termes d'information, de premier contact, de rassurance par rapport à ce passage dans notre service. Ensuite, il y a l'examen avec le médecin.
qui peut être adapté en fonction des difficultés. Par exemple, une femme victime de violences à caractère sexuel et qui a du mal à se retrouver face à un homme médecin, on propose à une femme médecin de venir à la place. Voilà, là, dans cette UNMJ, on fait vraiment attention et on s'adapte, on s'ajuste. Ensuite, on va proposer à la personne victime de voir un psychologue. Car sur la réquisition, seul le médecin légiste est réquisitionné, mais il y a écrit, vous pouvez vous entourer d'un avis technique. Je crois que c'est l'article 73.1 du Code de procédure pénale. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, on peut proposer à la victime de voir un psychologue et le psychologue sera amené donc à rédiger un rapport concernant l'évaluation du retentissement psychologique. Quand du coup la personne est reçue par le psychologue, donc on voit un petit peu aussi comment ça se passe au niveau pour la suite et on peut servir donc en termes de prévention de tremplin vers une démarche psychothérapeutique ultérieure. On peut revoir les gens sur 1, 2, 3 entretiens, mais on n'est pas voué à faire de la prise en charge psychothérapeutique sur le long terme. Donc on va vraiment réorienter, donc on a tout un panel, un réseau de professionnels relais. S'il y a des difficultés d'un point de vue social, on a une assistante sociale, 2 assistantes sociales dans notre service, donc immédiatement on va orienter la personne aussi vers la collègue assistante sociale. Et s'il y a des questions juridiques, on a les associations d'aide aux victimes qui sont là aussi. Et on oriente, voilà. Donc la personne vient à la base sur réquisition des autorités judiciaires pour voir un médecin. Mais derrière, elle va avoir toute une prise en charge globale sur un instant T pour essayer de faciliter vraiment le parcours et éviter la multiplication des dires. Voilà. D'accord. Vous avez dit que... dans le cas du CHU de Bordeaux, les victimes n'ont pas les réquisitions en main quand elles viennent, vous les recevez par mail ou par fax. Donc j'imagine que c'est pas le cas partout. Exactement. C'est pas le cas partout et certaines fois donc on donne directement soit sous pli, donc sous enveloppe à la personne victime, soit sans enveloppe, ce qui fait que sur la réquisition, elle peut voir des choses qui peuvent être un peu inquiétantes, angoissantes, des questions poussées. Est-ce que vous pourriez vous prononcer sur la crédibilité, la véracité, la vulnérabilité de la personne voilà, en question. Donc c'est questionnant cette façon de faire. On sait pas ce qu'on préconise et on va essayer de permettre à ce que ce genre de pratique disparaisse. A contrario, avec le droit du patient aujourd'hui, et je crois qu'il y a une loi là qui est passée récemment, tous les patients qui passent en UMJ ont la possibilité de récupérer leur rapport. Avant, ça passait, nous, en fait, on envoie directement nos rapports, nos constats médico-légaux au service judiciaire, et c'était comme ça que la victime pouvait récupérer un peu les choses, soit par l'officier de police judiciaire, soit par les avocats. Aujourd'hui, si la victime nous demande le rapport, on est dans l'obligation de lui envoyer. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de différer un peu, en lui disant, rappelez-nous dans la semaine, on vous l'envoie, et puis on est en contact en même temps, comme ça. Voilà. Moi, souvent, ce que je peux leur dire, c'est que je leur explique ce que je vais mettre dans le rapport et je leur dis, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous voulez rajouter des choses ? Est-ce qu'il y a des choses ? Parce qu'en fait, ça vous concerne vous. Donc, moi, la justice me demande de dire comment vous allez. Et vous alors ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous allez ? Donc, là, et surtout, je fais beaucoup ça avec les enfants. Sinon, je leur dis, si vous avez des questions, voilà, on s'appelle et je vous explique le rapport. Parce qu'il y a des éléments... quand on n'est pas aguerri, ça peut être perturbant et angoissant de se dire « Ouh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Je souffre de tous ces mots. » Il faut accompagner. Donc, il y a un vrai accompagnement. Il y a un accompagnement et explication de qu'est-ce qu'un ITT. Parce qu'ils se disent « Je suis allé voir le médecin traitant, j'ai eu 40 jours d'ITT, je viens vous voir ici, le médecin légiste met 3 jours. » Qu'est-ce que ça signifie ? Pourquoi il y a une telle... Parce que ce n'est pas la même valeur. C'est pas la même chose. Vraiment. Le médecin traitant, il va mettre des arrêts de travail. Ici, on délivre aucun arrêt de travail. Voilà. Il peut y avoir des gestes de soins, mais c'est pas la vocation du médecin légiste ici. D'accord. Et donc, pour revenir sur le CHU de Bordeaux, vous disiez aussi que dans certains cas, s'il y a besoin, par exemple, vous êtes capable de vous adapter, donc par exemple de proposer un médecin femme, si jamais c'est demandé. J'imagine que si vous le dites, c'est pareil, c'est pas forcément le cas partout. Est-ce que légalement, pour des personnes qui sont pas à Bordeaux, par exemple, faire la demande d'être vue par une femme, par exemple, c'est possible que ce soit rejeté ou... Tout à fait. Tout à fait, parce que chaque UMJ fonctionne à son mode de fonctionnement et dans chaque UMJ, il y a des professionnels qui ont
leur fonctionnement propre. Donc ça peut être aussi très interdépendant en fait. Et par exemple, nous ici, on a une dizaine de médecins légistes, il n'y en a aucun qui fonctionne pareil. Il n'y en a aucun qui va appliquer l'ITT de la même façon. Donc d'où la nécessité de trouver un consensus, d'essayer de voir un peu ce qui se passe. Par rapport à votre question aussi tout à l'heure, donc ça c'est le mode de rentrée au niveau du COVA sur la voie de réquisition, et après on a les venues spontanées. Les venues spontanées, donc par exemple des personnes victimes de violences conjugales, et dans ce cas-là, nous ce qu'on propose c'est un dossier conservatoire, donc on examine la personne qui vient spontanément avec médecin légiste, infirmière et psychologue, on rédige tout ce qui va bien, et si elle veut pas déposer plainte, on fait un dossier conservatoire, c'est-à-dire qu'on préserve toutes les preuves pendant 3 ans, avec la possibilité de réactiver via un dépôt de plainte tous ces éléments. Et on accompagne vers le dépôt de plainte. Mais si les personnes ne veulent pas, voilà, en tout cas, on leur explique, tout ça est conservé et il y a une trace. Donc c'est possible que les personnes qui viennent vous voir n'aient pas encore porté plainte et que si elles décident de le faire après, donc elles mettent en plus les pièces que vous leur confiez, mais si jamais elles ont porté plainte avant, c'est possible de rectifier le dépôt de plainte via ce que vous allez trouver. Donc du coup, vous êtes beaucoup en lien avec les policiers, j'imagine ? Tous les jours. Et alors vous, la place que vous avez auprès des patients, vous avez dit que vous les voyez entre 1 et 3 fois, je crois. Donc c'est quand même un turnover énorme, vous devez voir énormément de patients dans l'année. Est-ce qu'il y a un flux tendu pour les rendez-vous ou Tout est programmé. Après, c'est très dépendant des violences, du contexte des violences de la semaine, du mois. S'il y a un événement, s'il y a quelque chose, il peut y avoir des mois où ça va et d'autres où il y a énormément de victimes. Après, en moyenne, on reçoit environ, chaque psychologue, on est 6 psychologues dans le service, on n'est pas tout à plein temps, mais on va recevoir en moyenne 6 victimes par jour chacune. Ce qui fait un total environ par année de 4000 entretiens. Voilà, c'est pas mal. Pas mal du tout, ouais. Ouais, c'est pas mal. Et donc pour être psychologue en UMJ, donc vous avez un master en psychologie. En psychologie, en psychocriminologie, victimologie pour ma part. Pour bosser en UMJ, je dirais qu'il faut être au fait du psychotrauma. La clinique du psychotrauma, c'est la base. Peut-être un peu la clinique groupale. La systémie, l'approche EMDR, et n'importe qui peut être victime d'une agression. Donc la clinique, elle est hyper riche et il faut être très réactif et synthétique. Parce qu'on fait des petits rapports, mais il faut aller vite parce que des fois, c'est 6 victimes, donc c'est 6 rapports dans la journée et il faut qu'à 18h, tout soit parti. Il faut que ce soit l'essentiel pour que ça puisse vraiment... Exactement, il faut aller à l'essentiel tout en mettant quand même en lumière que ça s'inscrit dans une histoire, parce qu'on est psychologue clinicien avant tout. Ça s'inscrit dans une histoire de vie, dans un parcours de vie. Des fois, c'est pas des violences qui isolées, notamment je parle pour les violences chroniques. La symptomatologie, ce qui intéresse énormément. Un peu le diagnostic qu'on peut poser. Quel est le tableau qu'on a en face de nous ? Simple ou complexe, avec tout ce qu'il y a comme effet de cumul, de réactivation, d'antécédents, de souffrances psychiques qui viennent majorer du coup l'état réactionnel. Et est-ce que du coup l'évolution de la symptomatologie à venir reste à surveiller étroitement, et de ce fait on préconise la mise en place d'accompagnement psychothérapeutique. Voilà un peu l'ossature du rapport. J'ai une question par rapport au dépôt de plainte au chevet des patients, parce que nous, du coup, on traite que d'accidents collectifs ou d'attentats. Et dans ces cadres-là, alors je pense peut-être plutôt aux accidents collectifs, parce que l'attentat, c'est très médiatisé, et donc il y a beaucoup de choses mises en place. Il arrive régulièrement que les victimes qui vont porter plainte contre X pour démarrer la procédure se prennent un refus des commissariats ou des policiers, parce que c'est pas habituel dans la procédure, ils savent pas comment prendre la chose. Est-ce que vous, avec l'UMJ, vous êtes déjà intervenu auprès de patients ou de victimes qui ont vécu un accident collectif pour le dépôt de plainte? Alors ça, c'est un peu notre procédure, ce que je vous disais, ce qu'on appelle donc chez nous le COVA 2. Bon, il s'appelle plus trop comme ça, mais effectivement, que ce soit des accidents collectifs ou tout autre événement qui ont conduit à en tout cas une hospitalisation, on est une UMJ, mais on se situe sur l'hôpital. Donc finalement, on est en étroite collaboration avec tous les services hospitaliers qui pourraient avoir besoin de nous dans le cadre d'une personne hospitalisée consécutif à une agression. Par exemple, je fais une parenthèse, mais la maternité.
Le nombre de personnes, de femmes victimes de violences conjugales qui sont placées accouchent sous X, demandent une mesure de protection, ou voilà, il y a tout ça. La maltraitance sur les enfants, donc on est étroitement lié avec la pédiatrie, qu'on déclenche ici. Quand on fait des évaluations psychosociales, on peut faire venir un médecin pédiatrique pour venir procéder à cette évaluation. Donc on est très très en lien avec tout le système hospitalier et du coup avec la justice. Et voilà, et tout ce petit monde œuvre ensemble. Mais c'est des années de travail pour en arriver là. C'est une politique locale. Donc ce qui fonctionne à Bordeaux comme ça va pas fonctionner chez le voisin de la même façon. Voilà, et c'est un réaménagement constant. Parce qu'il y a du turnover et du coup tout le monde n'est pas forcément au fait des procédures, donc il faut retravailler pluridisciplinairement. Donc on a des réunions pluridisciplinaires avec Santé Justice, voilà, pour essayer de parfaire un peu notre travail et parce que je dis souvent on n'a pas des positions justes ni injustes, mais des positions qui s'ajustent sur toute une vie. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soin. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.